Attendez, je vais voir si c'est... Qui, ce sont des mots que on l'entend régulièrement depuis 100 jours. Vous pensez sans doute à Donald Trump, évidemment, ça fait tout juste 100 jours qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Et pour célébrer... Voilà. D'abord, je voudrais qu'on parle de cette vidéo sur ces 100 jours. Puisque, comme vous allez le voir, les Occidentaux ne savent pas sur quel pied danser avec Donald Trump. Ils ont besoin de Trump pour réussir leur casse du siècle là. Les Européens surtout. Ils ont besoin que l'Union européenne réussisse à voler ou à prendre les 800 milliards pour les investir soi-disant en Ukraine et dans le réarmement. Mais en fait, c'est pour relancer l'Europe parce que l'Europe est à l'agonie. Mais pour ça, il faut que Trump soutienne suffisamment longtemps l'Ukraine pour qu'elle ne tombe pas et qu'il puisse avoir l'argent. Mais en même temps, comme je vous l'ai déjà montré, ils savaient pour le Covid, ils savaient que c'était plus probable que ça soit arrivé dans le labo en Chine et ils ont décidé de cacher cette information parce que ils n'aiment pas Trump. Comme, je crois que je vous l'avais montré, c'était sur Twitter, c'était Pujadas qui le disait. Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer? Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable, mais 5 ans après. 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez... Voilà. Et donc, n'oubliez jamais ça. Et il y a aussi elle ici. Écoutez ce qu'elle dit. Texto du 11 janvier 2020, 12h16. Monsieur le Président, petite information qui n'est pas encore dans les médias mais qui peut monter. Une épidémie nouvelle sévit en Chine depuis 15 jours. Pour nous, il y a une interrogation autour du rôle joué par le laboratoire P4 de Wuhan. Et elle a été exfiltrée, elle a quitté la France. Mais je vous ai montré ces deux choses-là pour que vous ayez déjà, avant que l'on commence, vous soyez alertés sur le fait que ces gens-là, que ce soit les médias, les gouvernements, sont capables, pour ne pas avoir tort, de mentir comme c'est pas permis et de sacrifier la vie même de leur population. Parce qu'il y a combien de personnes qui sont parties se faire machin, comme vous savez, et qui ont fini avec des problèmes. Alors que eux tous savaient à peu près d'où venait ce truc, et ça va à peu près que les vaccins qu'ils ont suggérés aux gens ne les protégeaient ni pour avoir, ni pour transmettre. Et que beaucoup d'entre eux ont fait de l'argent comme c'est pas permis. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de politiciens qui ont fait de l'argent comme c'est pas permis parce qu'ils étaient au courant qu'ils étaient en train de filer ces contrats à tous ces gens-là. Et donc ils prenaient des actions pour devenir riches. Avant de dire ça, regardons ici comment le bilan de Donald Trump est perçu par France 24 et écoutez bien à la fin, avant qu'on en vienne sur LCI. Donald John Trump. C'était le 20 janvier dernier. Depuis 100 jours sont passés. Certains diront déjà, d'autres parlent d'éternité. Ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà signé 191 actes présidentiels, dont 139 décrets. Et à chaque fois, le président américain a fait de ses signatures des cérémonies à grand spectacle. Et elles ont débuté très tôt dans son second mandat. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Dès le premier jour, le milliardaire déclenche une chasse aux sorcières inédite. Anti-diversité, équité et inclusion. Le département de l'efficacité gouvernementale est créé. Vous attendez les mots chasse aux sorcières. Donc tous les dérives qu'ils étaient en train de mettre avant avec leur wokisme et tout ça là, c'est pas bien qu'il ait voulu combattre ça. Sa tête, Elon Musk. Son but, fermer des agences, effacer des postes et des missions et nettoyer les textes officiels. Une croisade qui touche aussi le secteur scientifique. Accusée d'antisémitisme, la prestigieuse université d'Harvard a dû dire adieu à 3 milliards de subventions. Columbia, de son côté, a fait le choix des concessions. Les chercheurs doivent bannir 120 mots de leurs travaux, notamment femmes et climat.
C'est aussi le 20 janvier qu'il se retire de l'accord de Paris sur le climat pour la deuxième fois. Nous allons forer à tout va, bébé. Le même jour, il s'attaque aussi à l'immigration, son thème de campagne par excellence. Donald Trump donne l'ordre à ses soldats d'appréhender tout intrus à la frontière avec le Mexique, migrant ou non. Les arrestations tombent à leur plus bas historique en mars dernier. La politique est extrême et sans surprise, les dérives nombreuses. Kilmar Abrego Garcia en est l'exemple parfait. Ressortissant salvadorien résidant dans le Maryland, il est expulsé dans son pays d'origine. Washington a depuis reconnu une erreur, mais pour autant, elle ne lui permet pas de revenir. Sur le plan diplomatique, l'histoire retiendra la date du 28 février 2025 lorsque Donald Trump et son vice-président J.D. Vance humilient Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale devant les caméras du monde entier. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux pour le pays, ce pays. Il casse alors tous les codes en changeant de camp dans la guerre en Ukraine et en tournant le dos aux Nations Unies. Son bilan à ce stade est médiocre. Lui qui avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures a largement échoué. Son intervention dans le conflit israélo-palestinien n'est pas mieux. La trêve a tourné court et le projet américain de chasser les Palestiniens de Gaza pour y développer une Riviera sous contrôle américain inquiète les alliés arabes de Washington. Le 2 avril dernier, le 47e président des États-Unis mène sa propre guerre et dégaine de très lourds droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, notamment contre la Chine, du jamais vu depuis plus d'un siècle. Résultat, Wall Street vacille, le dollar chute et le spectre de la récession refait surface. Après 100 jours au pouvoir, il peut au moins se targuer d'être le président américain le moins populaire depuis 80 ans. Voilà, vous avez vu? C'est comme quand il était en campagne, un truc totalement à charge. Et moi, ça me pose même pas problème qu'il le charge comme ça pour à cette occasion. Moi, je voudrais revenir. Voilà. Si je vous dis dystopie, fureur, sidération. On revient maintenant sur ce qu'ils ont dit des 100 jours. Et surtout, ce qui est important ici, c'est après qu'ils aient présenté le bilan de Donald Trump, vous allez écouter ce qu'ils disent. Tsunami, à quoi pensez-vous? Plutôt à qui? Ce sont des mots que on l'entend régulièrement depuis 100 jours. Vous pensez sans doute à Donald Trump, évidemment, ça fait tout juste 100 jours qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Et pour célébrer cet anniversaire, on va le qualifier comme ça, le président américain organise un grand meeting ce soir dans le Michigan. Et regardez, ils mettent en avant un bilan. L'immigration et les expulsions sans photo sont aujourd'hui exhibées devant la Maison-Blanche. Ce sont des criminels clandestins accusés de meurtre, de viol, de trafic de drogue, arrêtés et en passe d'être expulsés. C'est le seul clip officiel mis en ligne par l'administration américaine. Magali Barthez, juste un premier commentaire. L'immigration, c'était le thème central de sa campagne. Est-ce que c'est sa plus grande réussite à ce jour? Là, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il a tenu parole, justement, en expulsant un certain nombre de ces criminels, notamment vers le Salvador. Mais vous savez, il y a beaucoup de problèmes judiciaires et la Cour suprême, notamment, a bloqué maintenant certaines de ces expulsions parce qu'on s'est rendu compte que, notamment, l'un de ces migrants qui avait été expulsé vers le Salvador l'avait été expulsé sans aucune raison valable et il se retrouve aujourd'hui dans une prison de haute sécurité au Salvador. L'idée, c'est vraiment de reprendre la main quand il diffuse ce genre de clip parce qu'en effet, les sondages ne sont pas très bons au bout de ces 100 jours et ce qu'il veut dire, c'est vraiment aidez-moi à mettre la pression. Il va signer de nouveaux décrets cet après-midi, notamment pour mettre la pression sur des villes démocrates qui, d'après lui, ne coopèrent pas suffisamment avec les forces de l'ordre. Mais là, il veut vraiment s'adresser au peuple MAGA pour leur dire « Je vous avais promis d'expulser les criminels, les violeurs. Eh bien, je tiens parole et aidez-moi à le faire encore davantage parce que, évidemment, l'état profond m'en empêche. » C'est une image forte aujourd'hui. Il y en a eu d'autres au cours de ces 100 jours. Laura Pouget nous a rejoint. Laura, vous nous faites revivre les 100 premiers jours de Trump en quelques moments forts. Voilà. 20 janvier dernier, Magali, vous vous en souvenez certainement, Donald Trump vient tout juste de prêter serment, de retour dans le bureau ovale, il se met en scène, signant toute une série de décrets, parmi eux des mesures de réduction de l'immigration, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé ou encore de l'accord de Paris sur le climat. Sa présidence est lancée. Quelques semaines plus tard, le 9 février, à bord de son avion Air Force One, il pose devant les journalistes face à une carte du golfe du Mexique rebaptisée, regardez, Golfe d'Amérique. Une révision géographique qui illustre ses visions impérialistes alors qu'il ne cesse de nommer son voisin canadien le 51e État américain. Le 28 février, c'est l'altercation
avec Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Devant les caméras du monde entier, Trump accuse le président ukrainien de manquer de respect aux États-Unis et de jouer avec la Troisième Guerre mondiale. Ça va faire un grand moment de télévision, conclut-il après la scène. 16 mars, des images venues du Salvador montrent l'arrivée de clandestins tout juste expulsés des États-Unis. Soupçonnés d'appartenir à des gangs, ils sortent de l'avion menottés tête vers le bas pour être conduits à la prison de Tecoluca, spécialement conçue pour accueillir les criminels les plus durs. La justice américaine a interdit le transfert in extremis, mais l'administration Trump est passée outre. 24 mars, Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic, révèle qu'il a été ajouté par erreur dans une boucle de messages ultra confidentielle du gouvernement, recevant ainsi les plans des frappes menées contre les Houthis. Dans l'un des échanges interceptés, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth qualifie les Européens regardés de parasites. Depuis ces fuites, il apparaît comme le maillon faible de l'équipe Trump. Enfin, le 2 avril dernier, le jour annoncé étant redouté, le Liberation Day. Depuis la roseraie de la Maison-Blanche, Donald Trump couvre les économies mondiales d'épines en annonçant une hausse généralisée des droits de douane. La guerre commerciale est déclenchée. Effectivement, ça donne le tournis en si peu de jours. Merci beaucoup, Laura. Je vais vous présenter nos invités. À chacun, je vais demander la même chose. Un mot pour qualifier ces 100 premiers jours de Donald Trump. Valérie Dataf, ancienne correspondante. Le plus important, c'est ici. Écoutez les qualificatifs qu'ils vont utiliser pour définir les 100 premiers jours de Trump. Correspondante aux États-Unis. Bonjour Valérie. Bonjour Magali. Un mot une phrase, si vous me le permettez. Oui. Les 100 premiers jours de Donald Trump montrent que l'idéologie ne gagne pas toujours et que parfois le marché est plus fort que l'idéologie. Très bien. Général François Chauvency, consultant géopolitique, Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Les 100 premiers jours de Donald Trump montrent que l'idéologie ne gagne pas toujours. Parfois, le marché est plus fort que l'idéologie. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir sur le conflit ukrainien? Que l'idéologie anti-russe des Occidentaux s'est fracassée la gueule devant la réalité, mais ils continuent à espérer encore et à croire qu'ils vont faire croire au monde qu'ils vont battre Vladimir Poutine. Ils ont dépensé des milliards, ils ont vidé leurs poches et maintenant ils s'apprêtent à faire la casse du siècle en Union européenne. Mais tout ça, c'est pas parce qu'ils ont perdu contre la Russie. Tout ça, c'est parce que la Russie est trop faible. Bonjour. Et votre mot à vous? Oui, alors moi, ça 3 mots, il n'y a pas de raison. Hein. C'est bien, décapant, oui. Déstabilisant et brouillon. Très bien. Et Bertrand Galichet, bonjour. Bonjour. Grand reporter spécialiste des relations internationales. La stratégie du chaos, le phénomène de cours aussi, et puis très peu de résultats, sauf médiatiquement sur l'immigration et de façon brouillonne sur le Doge, la réduction de la bureaucratie. Magali Barthès, donc, qui est avec nous. Magali. Je dirais disruptif, chaotique, vertigineux. Hein, c'est parce que je trouve qu'on a une impression de vertige après ces 100 premiers jours. Est-ce que finalement, est-ce que ça peut continuer sur ce rythme? Parce que Voilà. Vous avez entendu vertigineux, disruptif et tout ça. Et tous, ils s'appuient sur le fait que, à la sortie de ces 100 jours de Donald Trump, il est l'un des présidents les moins populaires des États-Unis après 100 jours. Mais, comme vous venez de le voir vous-même, Trump est aussi l'un des présidents qui, dans ses 100 premiers jours, a secoué la terre, a bougé les États-Unis, a révélé des choses sur les Américains que eux-mêmes ignoraient. Et donc c'est le président qui a pris le plus de risques depuis au moins, je ne sais quel président américain. Même Bill Clinton, je ne pense pas que c'est son premier jour, il ait pris autant de risques que Donald Trump. Et donc, comment voulez-vous qu'une personne qui fait les choses que lui, il a fait, ne souffre pas d'une impopularité auprès de la population, sachant qu'avant cela, la totalité des médias du pays et quasiment de l'Occident était contre lui, et qu'à cette occasion, quasiment la totalité des médias occidentaux, là encore, sont contre lui. Alors c'est sûr, il n'a pas tout bien fait, il y a des choses à revoir, et il y a même un double standard, puisqu'il s'émeut
de peu de civils que le conflit ukrainien fait, mais il ne se met nullement pour le maximum de civils que Netanyahou fait. De l'autre côté, parce que je ne vais pas dire les mots, parce que si vous combinez le mot Israël et l'autre dans la même vidéo, la vidéo est limitée. Et donc, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais c'est le président qui a le plus fait dans le fait de vouloir le bien des Américains que même, je dirais, Obama. Et donc, en faisant cela, qu'est-ce que ces gens-là espéraient? Ils espéraient que quelqu'un, donc, qu'ils diabolisent depuis au moins, je ne sais pas, 12 ans, ou plus de 10 ans, parce que je vous rappelle que ces gens-là ont commencé à diaboliser Trump. Dès qu'ils ont vu que Trump allait gagner les premières élections, ils l'ont diabolisé pour qu'il perde les deuxièmes élections. Ils l'ont encore plus diabolisé parce qu'ils avaient peur et ils ne croyaient même pas qu'il allait gagner les troisièmes. Et je vous rappelle qu'il a échappé à la mort. Et je vous ai montré à quel point ces gens-là le détestaient. Déjà dans son premier mandat, ils ont préféré mettre le monde ou l'Occident à genoux plutôt que de dire la vérité qu'il y avait des soupçons sur ce laboratoire chinois. Et donc, il faut garder tout cela en tête quand vous les attendez parler. Mais en même temps, c'est les premiers à penser que Donald Trump est celui qui doit faire plier Vladimir Poutine. Pour eux. Parce que je vous rappelle qu'eux pensaient qu'ils allaient faire plier Vladimir Poutine. Vous n'avez qu'à attendre Emmanuel Macron, comment il parlait. Nous avons sanctionné Poutine, nous avons bien fait. Et nous continuerons avec l'Ukraine. Nous voulons un cessez-le-feu. Nous ceci, nous cela. Ils n'ont jamais obtenu quoi que ce soit. Et quand c'est devenu, nous voulons envoyer des armées là-bas, c'est devenu quand même, hein, on va envoyer les armées si la paix est signée et si les Américains nous garantissent la sécurité. Parce que eux continuent et continueront toujours à mentir dans leurs médias. Et ici, je dis cela au cas où les Congolais me regarderaient parce que la bêtise est crasse au Congo, je suis désolé de dire ça. Maintenant, ils te disent quoi? Si tu te fies aux médias occidentaux, c'est que tu n'as pas la vérité. Ça, tout le monde l'avait compris. Mais les médias occidentaux, contrairement à ce que vous venez dire dans les chaînes des gens, ou vous venez mentir, ou alors vous venez sans argument, les médias occidentaux manipulent l'information. Ils ne manipulent pas le mensonge, ils manipulent l'information. À partir d'une information vraie, soit ils vont faire exprès d'enlever des éléments pour que tu ne puisses pas totalement la comprendre, soit ils vont imposer un narratif autour qui est l'inverse de ce qui est. Donc c'est à toi de savoir si en ce moment-là, on te dit l'inverse de l'information ou si on enlève des informations complémentaires qui te permettent de percevoir cette information autrement. Moi, j'ai appris à percevoir cela. Et c'est pour cela, beaucoup d'entre vous considérez que mes décryptages sont pertinents. Mais dire que les médias occidentaux ne sont pas crédibles comme les gens qui diffusent l'information, c'est totalement stupide. Surtout quand derrière, on n'arrive pas soi-même à diffuser la réelle information. Et donc oui, ils font ou ils biaisent l'information et tu dois avoir ça en tête quand tu parles de l'information. C'est comme ce qu'ils ont fait ici. Quand vous voyez le bilan de ce qu'ils ont fait, de ce que Trump a fait, ici vous voyez bien que c'est de l'idéologie. En aucun moment ils considèrent que Trump a fait quoi que ce soit de positif pour son pays. Tandis que si vous écoutez des gens qui font de l'argent et qui se soucient des effets des politiques, il y en a beaucoup qui pensent que ce monsieur-là a eu le courage de faire ce que probablement peu auront le courage de faire en France. Et surtout, a une vision pour son pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des rares fois où un président américain
a une vision pour son pays basée sur autre chose que le mensonge et la guerre avec des pays qui n'ont rien fait aux États-Unis pour les piller. Même Obama a contribué à la destruction de la Libye. Alors que c'était des informations fausses, nous le savons aujourd'hui, qui ont conduit à la destruction de la Libye. Et donc, il faut avoir cela. C'est pour cela que je voulais que nous revenions sur les 100 jours de Trump pour montrer bien que ces gens-là n'aiment pas Trump. Moi, je ne suis pas pro-Trump, je suis pour beaucoup de choses qu'il fait. Car beaucoup de choses qu'il a fait auraient pu être faites avant, mais les gens n'ont jamais voulu le faire. C'est comme pour le deal au Congo. En quelques semaines, il réussit à faire au Rwanda ce qu'ils n'ont jamais fait depuis des années. Ce qui prouve bien que derrière tout ce conflit-là, eh ben, c'était les Occidentaux qui étaient derrière. Parce qu'on sait que le boss de l'Occident, c'est les États-Unis. Et qui sait que dit les États-Unis, les autres Occidentaux vont suivre. Et donc si les États-Unis disent au Rwanda, tu fais taire les armes, on va faire du business, et que on va trouver le moyen de faire en sorte que tu puisses manger un peu, ils s'arrêtent tout de suite. Et nous savons aussi que ceux qui ont contribué à la reprise des hostilités dans l'Est du Congo, c'était les Européens. Ceux qui défendent soi-disant les valeurs de la démocratie et de je sais pas quoi, l'agression d'un pays souverain par un autre, et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Je vous rappelle le discours de Macron. C'est le même qui ont donné de l'argent, de l'armement au Rwanda. Ce qui a servi en partie à protéger leurs intérêts, mais aussi à ce que le Rwanda continue à faire ce qu'elle faisait en RDC. Et donc il faut avoir toujours ça en tête. Si Donald Trump a fait bouger les lignes, il a fait bouger les lignes plus que nous ne verrons personne le faire, en tout cas pas en Europe, et surtout pas en France. Pourquoi la France irait renverser ce qu'il a tant profité pendant des années? Et donc, je voulais revenir sur cette information des 100 ans de Trump avant de passer à l'information que vous m'avez demandé, le commentaire de la signature des minerais ukrainiens avec les États-Unis. Peace out.